Nous aimerions que tu sois ne serait-ce qu'une fraction de ta sœur, ont dit mes parents au dîner. Je me suis levé et j'ai dit, alors, elle sera ravie d'apprendre qu'elle est sur le point de commencer à payer un loyer pour cette maison. Ma sœur s'est étouffée avec son eau. Le visage de ma mère est devenu pâle. Un loyer? Pour quelle maison? Le dîner de ce soir-là était censé être un autre repas de famille tranquille. Le genre où tout le monde prétend que rien ne couvait depuis des années jusqu'à ce qu'une phrase négligente ne finisse par fissurer la surface. Je suis Camille Moreau, une architecte vivant à Lyon. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été comparé à ma sœur de manière qui faisait que même respirer près de mes parents ressemblait à une compétition à laquelle je n'avais jamais participé. Alors que la table s'animait de conversation, Élise parlait avec enthousiasme de son nouveau contrat, un modeste projet d'intérieur qui ressemblait plus à une vitrine étudiante qu'à une percée. Pourtant, chaque mot qui sortait de sa bouche suscitait les applaudissements de ma mère et de mon père. Ils se penchaient en avant, posant des questions sur les couleurs, les matériaux, sa vision. Je regardais, silencieuse, laissant leur voix se fondre dans le bourdonnement de la lumière de la cuisine. Puis ma mère a souri de l'autre côté de la table et a dit quelque chose qui a refroidi l'atmosphère. Mon père l'a répété, son ton fier mais tranchant. Nous aimerions que tu sois ne serait-ce qu'une fraction de ta sœur. Les mots ont atterri plus lourdement qu'ils ne l'avaient probablement voulu. J'ai repoussé ma chaise, assez fermement pour m'assurer que chaque mouvement était délibéré. Alors, elle sera ravie d'apprendre qu'elle est sur le point de commencer à payer un loyer pour cette maison. Pendant un instant, personne n'a respiré. Élise a toussé dans son verre, l'eau coulant sur son poignet. Le visage de ma mère est devenu pâle, et mon père avait l'air d'avoir oublié comment parler. Les fourchettes ont cliqueté contre des assiettes intactes. C'est à cette seconde exacte que le sol sous notre famille a commencé à bouger, même s'il ne s'en rendait pas encore compte. Cette nuit-là, tout a changé. Avez-vous déjà été comparé à quelqu'un que vous aimez? Comme si votre valeur dépendait de son ombre? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir si vous avez déjà ressenti la même chose. 5 ans plus tôt, les dîners de famille étaient plus prévisibles que la météo. À l'époque, j'essayais encore de me prouver que le travail acharné pouvait parler plus fort que le favoritisme. Je venais de commencer à construire ma carrière d'architecte à Lyon, équilibrant les échéances de conception avec l'espoir discret qu'un jour mes parents me verraient pour qui j'étais, plutôt que pour qui je n'étais pas. Ma famille menait une vie confortable de classe moyenne. Ma mère, Martine, aimait planifier chaque repas de la fin de semaine comme si c'était une petite fête. Mon père, Alain, était fier de maintenir les mêmes traditions qui avaient défini notre foyer depuis des années. Ma sœur, Élise, travaillait comme décoratrice d'intérieur et avait une liste interminable d'histoires sur ses clients et ses projets. Chaque samedi soir, nous nous réunissions autour de la même table de salle à manger en chaîne. La conversation suivait toujours le même rythme. Maman demandait à Élise des nouvelles de son dernier projet. Papa se penchait, impressionné, et l'air se remplissait d'éloges. Des mots comme « ambitieuse »,« talentueuse » et « douée » flottaient si souvent autour de la table qu'ils étaient devenus partie intégrante du papier peint. J'ai appris très tôt que le silence était plus facile que d'essayer de rivaliser avec une perfection qui avait déjà son public. Chaque fois que je mentionnais mon propre travail, concevoir des plans de logements abordables ou rester tard au bureau, les yeux de maman se tournaient vers l'horloge de la cuisine, et papa fredonnait poliment avant de ramener le sujet sur les progrès d'Élise. Ce n'était pas cruel, juste habituel. Ils admiraient ce qu'ils pouvaient voir et comprendre, et l'architecture, pour eux, était trop abstraite pour être impressionnante. J'ai commencé à construire ma propre routine. J'ai loué un petit appartement en centre-ville, je l'ai rempli de croquis et de maquettes qui ne quittaient jamais ma table à dessin. Mes journées étaient calmes mais pleines, façonnées par de longues heures et la satisfaction de créer quelque chose de tangible. Je n'assistais pas à tous les dîners, utilisant le travail comme excuse, mais une partie de moi savait que c'était aussi de l'autoprotection. Chaque repas manqué était un petit acte de rébellion déguisé en responsabilité. Avec le temps, la distance entre nous est devenue une sorte de sécurité. Élise m'envoyait encore des messages joyeux m'invitant à ses présentations de projets ou à des déjeuners avec ses collègues, mais j'y allais rarement. Chaque événement semblait être une autre scène où elle brillait sous l'attention de la famille, et où je jouais la doublure invisible. J'ai arrêté d'essayer de combler le fossé parce que chaque tentative me donnait l'impression de me tenir devant une porte verrouillée en faisant semblant de ne pas remarquer que la clé manquait. Maman appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles, bien que son ton ait toujours véhiculé des rappels subtils.
Elle disait des choses comme « Élise avance vraiment ». Ou « Tu pourrais apprendre quelque chose de sa détermination ». J'ai appris à ne pas réagir. Je lui disais que j'étais heureuse pour Élise, et peut-être qu'une partie de moi le pensait. Il n'y avait plus de combat à mener. Papa était le plus silencieux, mais son silence parlait tout aussi fort. Il me posait des questions sur mes projets de temps à autre, mais son intérêt s'estompait dès que les réponses devenaient techniques. J'ai alors réalisé que l'approbation dans notre famille concernait moins le succès que la performance, la force avec laquelle on pouvait la célébrer. Pourtant, j'essayais de croire qu'un jour il remarquerait. Peut-être visiterait-il l'un de mes bâtiments ou lirait-il un article sur un projet auquel j'avais contribué. Peut-être que la fierté pouvait exister silencieusement, comme la mienne. Mais au fil des ans, leur admiration pour Élise n'a fait que s'approfondir, et mon indépendance s'est lentement transformée en distance. J'ai appris à ne plus m'attendre à ce que l'équilibre change. Il était plus facile de construire des murs faits de travail que de continuer à me tenir dans des pièces où je n'étais jamais vraiment vu. Tard un soir, mon téléphone a vibré sans arrêt. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était une autre notification tardive du travail, mais l'écran affichait un appel de maman. Quand j'ai répondu, sa voix tremblait d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle a dit, « Papa a fait un mauvais investissement. La banque menaçait de prendre la maison. » Ces mots sortaient par fragments, essoufflés et tremblants. Je me suis assise sur le bord de mon lit, encore à moitié en vêtements de travail, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Ils avaient besoin d'argent immédiatement. À cette époque, j'avais économisé pour mon propre petit appartement. Des années de longues nuits et de budgétisation minutieuse m'avaient enfin rapproché de la possibilité de verser un acompte. En écoutant la panique de maman, cependant, ce projet semblait égoïste et lointain. Je n'ai pas hésité. En moins d'une heure, j'ai transféré la plupart de mes économies sur son compte. Elle a pleuré de soulagement, promettant que papa me rembourserait une fois que tout se serait stabilisé. Le lendemain matin, papa a appelé pour me remercier. Sa voix était posée mais lasse. Il a admis qu'il avait fait confiance au mauvais partenaire et avait presque tout perdu dans une transaction immobilière qui n'avait mené nulle part. Il m'a assuré que c'était temporaire, que les choses s'arrangeraient bientôt. Je voulais le croire. Je me suis dit que ce n'était qu'un revers, le genre que chaque famille affronte. Les semaines ont passé. J'ai repris ma routine habituelle, bien que la vue de mon compte d'épargne vide me hantât discrètement. Je n'en ai parlé à personne ni à mes collègues, ni même à mon ami la plus proche parce qu'une partie de moi pensait qu'aider sa famille était simplement ce que les gens bien faisaient. Pourtant, les appels de la maison sont devenus plus fréquents. Au début, ce n'était que des prises de nouvelles, de petites mises à jour sur la façon dont ils s'en sortaient. Mais un soir, maman a de nouveau appelé, son ton plus doux cette fois. Elle a dit que la banque avait besoin d'un paiement supplémentaire pour reporter la saisie. Juste un peu plus, a-t-elle murmuré, presque en s'excusant. Je pouvais entendre papa en arrière-plan, insistant sur le fait que c'était le dernier obstacle avant que les choses ne s'améliorent. J'ai regardé le tableur sur mon ordinateur portable où mes plans financiers avaient été soigneusement tracés et j'ai senti chaque chiffre se brouiller jusqu'à perdre tout son sens. J'ai transféré une autre grosse somme cette nuit-là. Après ça, j'ai arrêté de compter combien j'avais donné. Ce qui importait, c'est que la maison reste à leur nom. Ils ont semblé plus légers pendant un certain temps, même joyeux. Mais le poids de ces choix a commencé à peser sur moi. Chaque fois que je regardais des annonces d'appartements, l'idée de repartir de zéro financièrement me paraissait impossible. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de la banque elle-même. Le représentant a dit que l'hypothèque familiale était toujours en cours d'examen et m'a demandé si je serais prête à me porter garante pour éviter la reprise de possession. J'ai hésité. C'était une chose d'envoyer de l'argent, une autre de mettre mon nom sur un document légal. Quand j'en ai parlé à maman, elle a dit doucement, « Ce n'est que de la paperasse, Camille. Tu es la responsable. Nous avons besoin de ta signature pour qu'ils nous prennent au sérieux. » Ces mots ont appuyé sur la partie de moi qui voulait encore son approbation. Contre mon meilleur jugement, je suis allé à l'agence et j'ai signé les papiers. Le banquier m'a félicité d'aider à préserver la maison de votre famille. J'ai souri faiblement, ne réalisant pas que l'encre sur ce formulaire me lierait à leur choix plus étroitement que je ne pouvais l'imaginer. Après cela, je n'en ai parlé à personne. Mes amis parlaient souvent de vacances, de nouveaux meubles ou d'épargne pour la retraite, et je hochais la tête, prétendant partager leur enthousiasme. À l'intérieur, je calculais encore les taux d'intérêt et les échéanciers de remboursement.
Je me suis convaincu que le sacrifice était de l'amour, qu'un jour mes parents se remettraient et que nous ririons tous de la saison difficile que nous avions traversée ensemble. Je ne comprenais pas encore que ce que je considérais comme de la loyauté était, pour eux, simplement attendu. Ce dîner du vendredi était censé être ordinaire. Je n'étais pas rentré à la maison depuis plusieurs mois, en partie à cause du travail et en partie parce que chaque visite laissait derrière elle un résidu d'épuisement qu'aucune quantité de repos ne pouvait effacer. Pourtant, quand maman a appelé plus tôt dans la semaine, disant que cela signifierait beaucoup si je venais, j'ai accepté. Je suis arrivé en début de soirée, portant une petite bouteille de vin en guise d'offrande de paix. La maison semblait la même, mais quelque chose dans l'atmosphère paraissait répété, comme si tout le monde avait attendu un public. À table, Élise racontait déjà avec animation une histoire sur son dernier projet. Elle venait de signer un contrat pour redécorer un petit bureau d'entreprise. C'était une affaire modeste, mais la façon dont maman se penchait et papa rayonnait donnait l'impression qu'elle venait d'être nommée architecte du siècle. Ils ont loué sa créativité, sa détermination, son sens des affaires. Chaque compliment résonnait avec un écho silencieux qui remplissait les espaces où la conversation aurait dû vivre. J'ai souri poliment, coupant ma nourriture en silence. Pendant un instant, j'ai pensé que je pourrais survivre à la soirée en me fondant dans le décor. Mais ensuite, maman s'est tournée vers moi, son ton devenant quelque chose de vif mais désinvolte. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Les mots ont piqué, non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils étaient dits comme si la question avait une réponse que tout le monde connaissait déjà, sauf moi. J'ai levé les yeux, essayant de lire son visage, mais elle souriait toujours, inconsciente de la petite fracture que son commentaire avait causée. Puis, papa a ajouté sa voix, calme mais ferme. « Nous aimerions que tu sois ne serait-ce qu'une fraction de ta sœur. » La table est tombée silencieuse pendant une demi-seconde, bien que cela ait semblé plus long. J'ai posé ma fourchette délicatement, ma main stable malgré le pouls dans mes oreilles. Les années passées à me mordre la langue ne m'avaient laissé qu'un ressentiment silencieux qui exigeait maintenant d'être exprimé. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit, « Alors, elle sera ravie d'apprendre qu'elle est sur le point de commencer à payer un loyer pour cette maison. » La phrase a fendu l'air comme le craquement du verre qui se brise. Élise s'est étouffée avec sa boisson, toussant violemment alors que l'eau se déversait dans son assiette. Le visage de maman s'est vidé de sa couleur, sa bouche s'ouvrant légèrement comme pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Papa me fixait, les yeux écarquillés, sa confiance s'effondrant en silence. J'ai repoussé ma chaise lentement. Le bruit de grattement a rempli la pièce, plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Je me suis levé, j'ai redressé ma veste et je les ai regardés une dernière fois. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Même Élise, serrant toujours sa serviette, semblait stupéfaite, prise entre la confusion et la culpabilité. Je me suis retourné et je suis sorti. Mes pas résonnaient dans le couloir, ferme et délibéré. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi, étouffant les mots qui auraient pu suivre. Je n'ai pas attendu pour le savoir. Je savais que si je me retournais, même pour une seconde, je serais entraîné dans le même cycle d'excuses et d'explications qui avait défini notre famille pendant des années. En m'éloignant en voiture, la maison est devenue plus petite dans le rétroviseur jusqu'à disparaître complètement. La nuit dehors était calme, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé de manière permanente. Pour la première fois, je n'étais pas la fille silencieuse qui maintenait la paix pour tout le monde. J'avais enfin dit ce qui devait être dit. Et même si le silence qui a suivi était lourd, il était à moi de le garder. Dans les semaines qui ont suivi, personne n'a appelé, et moi non plus. Le silence entre nous était épais, pas de colère, juste vide. Je me suis dit que c'était temporaire, qu'ils avaient besoin de temps pour se calmer. Mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose, une reconnaissance silencieuse que l'équilibre avait enfin basculé. Pour une fois, ce n'était pas moi qui tendais la main pour faire la paix. J'ai commencé par appeler la banque. La femme à l'autre bout du fil a semblé surprise quand j'ai demandé à retirer mon nom des documents de garantie. J'ai expliqué que ma responsabilité financière n'était plus valide et que tout lien entre mes comptes personnels et l'hypothèque de mes parents devait cesser. Il a fallu 3 réunions distinctes, 2 consultations juridiques et une signature inconfortable pour rompre ce lien. Lorsque la confirmation finale est arrivée par la poste, j'ai placé les papiers soigneusement dans un dossier étiqueté « clos ». C'était une étrange sorte de liberté inconfortable mais réelle. Au travail, je me suis jeté dans des projets avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des années.
Mon cabinet venait de décrocher un grand contrat de développement urbain, et on m'a assigné la direction de l'une des équipes de conception. Les heures étaient longues, mais elles remplissaient le silence que je ramenais à la maison chaque soir. Plus je travaillais, plus le poids de l'ombre de ma famille se levait. Pour la première fois, mon succès n'avait pas besoin d'être validé par quelqu'un d'autre. Un après-midi, en examinant des plans dans un café près du bureau, j'ai rencontré Sophie Lambert, une ancienne collègue qui avait quitté le cabinet 2 ans plus tôt. Elle avait toujours été l'une des rares personnes à me comprendre au-delà des banalités et des rapports de travail. Nous avons rattrapé le temps perdu un moment avant que la conversation ne dérive inévitablement vers la famille. Quand j'ai hésité, elle a dit doucement, « Tu ne leur dois pas taper simplement parce que ce sont tes parents. » J'ai regardé mon café, ne sachant pas comment répondre. Elle a ajouté, « S'ils ne t'ont jamais respecté, ils ne le feront jamais. Cesse de te consumer pour les maintenir au chaud. » Ces mots sont restés avec moi plus longtemps que je ne l'aurais cru. Cette nuit-là, je les ai rejoués dans ma tête encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent moins un conseil et plus une vérité. C'était la première fois que quelqu'un disait à voix haute ce que j'avais eu trop peur de penser. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent à la maison. La première fois que j'ai sauté le transfert du montant habituel, mes mains tremblaient comme si je défiais une règle tacite. Mais rien ne s'est passé. Pas d'appel, pas de message, pas de confrontation. Le silence était étrangement libérateur. J'ai commencé à passer mes week-ends à faire de la randonnée, à cuisiner pour moi-même, même à voyager sur de courtes distances, des choses simples qui me semblaient autrefois des luxes. La vie était plus calme, mais elle m'appartenait enfin. Puis un matin, j'ai reçu un texto d'un collègue, « Est-ce que ça va ? J'ai vu quelque chose en ligne. » Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu une publication sur les réseaux sociaux qui circulait dans les groupes communautaires locaux. Elle provenait du compte d'Élise. La légende disait, certaines personnes oublient d'où elles viennent. Quand votre propre sœur abandonne vos parents après qu'ils l'ont sauvée d'innombrables fois, vous commencez à vous demander ce que signifie même la famille. Il y avait une photo jointe, une photo souriante de nos parents devant la maison que j'avais autrefois lutté pour sauver. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas défendu. L'envie de m'expliquer était morte quelque part entre l'épuisement et l'acceptation. Ceux qui me connaissaient n'avaient pas besoin de preuves. Ceux qui ne me connaissaient pas ne le croiraient jamais de toute façon. J'ai fermé l'application et je suis retourné au travail. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville se brouiller en une douce lueur. Le monde extérieur continuait de bouger, indifférent à mes batailles privées. C'était étrange comme le silence, autrefois si douloureux, pouvait maintenant ressembler à une forme de guérison. J'avais enfin cessé de m'excuser d'avoir choisi de me choisir. 2 mois plus tard, les messages ont commencé à affluer. Au début, ils étaient courts et polis, comme si ma mère essayait de tâter le terrain. Nous avons un peu de mal ce mois-ci. Peux-tu aider juste une fois? Le suivant est arrivé quelques jours plus tard, plus direct, tu sais, la santé de ton père n'est pas excellente, n'est-ce pas? Puis, comme je ne répondais pas, le ton a complètement changé. Le 3e message est arrivé tard dans la nuit et disait, je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenue froide. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, les mots se brouillant jusqu'à ne plus rien signifier. En une semaine, elle est passée des textos au courriel, de longs paragraphes remplis de culpabilité, d'accusation et de déception. Chaque ligne semblait conçue pour blesser, pour me ramener dans le rôle auquel j'avais échappé. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'avais appris que le silence était parfois le seul langage qui ne se terminait pas par des regrets. Puis est venu le jour où mon père s'est présenté à mon bureau. La réceptionniste m'a appelé, sa voix hésitante. Il y a un homme ici qui vous demande. Il dit que c'est votre père. Mon cœur s'est serré. Quand je suis entré dans le hall, il faisait déjà les 100 pas, la mâchoire serrée. Ses premiers mots n'étaient pas des salutations. Comprends-tu seulement ce que tu fais à cette famille, a-t-il dit, assez fort pour que quelques employés à proximité jettent un coup d'œil. Je lui ai demandé de baisser la voix, mais il ne l'a pas fait. Tu es devenue égoïste, Camille. Complètement ingrate. Nous t'avons mieux élevé que ça. J'ai senti la chaleur de l'humiliation monter à mon cou. Avant que je puisse répondre, il s'est détourné en marmonnant, tu regretteras ça quand il ne te restera plus personne. Après son départ, les chuchotements ont commencé à circuler.
Les bureaux ont leur propre rythme de commérage assez silencieux pour feindre l'innocence, assez fort pour être entendu. J'ai remarqué des regards échangés près de la salle de pause, des tons feutrés dans le couloir. La pitié était pire que le jugement. Le lendemain matin, Élise a publié quelque chose en ligne. La légende disait, certaines personnes ne se soucient que d'elles-mêmes, peu importe ce que la famille a fait pour elles. Mon nom n'était pas mentionné, mais ce n'était pas nécessaire. La photo jointe montrait nos parents assis sur le porche, l'air fatigué et triste. En quelques heures, elle avait des dizaines de mentions j'aime et de commentaires de gens la félicitant d'être « la bonne fille ». Des collègues que je connaissais à peine ont commencé à me regarder différemment. Quelques-uns m'ont même retiré de leurs amis. C'était étonnant de voir à quelle vitesse une fracture privée pouvait devenir un divertissement public. Au déjeuner, Sophie Lambert, mon amie et ancienne collègue, m'a trouvé assise seule dans la cour. Elle avait vu la publication, bien sûr. « Tu ne mérites pas ça », a-t-elle dit doucement. Ils essaient de te faire sentir coupable de t'être sauvé. Je voulais être d'accord, mais le nœud dans ma poitrine était trop serré. J'ai réussi à esquisser un faible sourire et j'ai dit, non, cette fois, je vais m'en occuper. Ce soir-là, après que tout le monde ait quitté le bureau, je suis resté. La ville à l'extérieur des murs de verre bourdonnait de vie, mais je l'entendais à peine. J'ai ouvert le tiroir de mon classeur et j'en ai sorti le dossier étiqueté « Documents de propriété ». Mes mains ne tremblaient plus comme avant. J'ai étalé les papiers sur le bureau, l'acte de propriété, les relevés hypothécaires, les contrats notariés. Chaque document portait mon nom seul. J'avais payé les impôts. J'avais signé les contrats. J'avais empêché la saisie de la maison quand personne d'autre n'avait levé le petit doigt. Pour la première fois depuis des mois, la colère a remplacé la blessure. Ce n'était pas le genre de colère qui brûle de manière incontrôlable, mais le genre qui clarifie tout. Ils avaient pris mon silence pour de la faiblesse, ma gentillesse pour une obligation. L'humiliation, les chuchotements, même les moqueries en ligne, rien de tout cela n'avait plus autant d'importance. Ce qui importait, c'était la vérité, et je la tenais enfin entre mes mains. J'ai rassemblé les papiers, je les ai remis dans le dossier et je les verrouillais. La décision qui se formait en moi n'était pas impulsive. Elle était calme, délibérée, le genre qui ne vient qu'après avoir été silencieux trop longtemps. S'il voulait jouer à ce jeu en public, alors peut-être que la vérité y avait aussi sa place. Un samedi soir chaleureux, Élise a organisé une fête pour célébrer ce qu'elle appelait sa « nouvelle étape ». Le lieu était une salle aux murs de verre dans le centre-ville, brillant de lumière dorée qui se reflétait sur les flûtes de champagne et le marbre poli. Des invités en costumes élégants et robes de soirée remplissaient la salle, et des caméras diffusaient en direct chaque instant de son triomphe soigneusement mis en scène. Élise se tenait près du podium, parfaitement coiffée, vêtue d'une robe de satin blanc qui scintillait sous les lustres. La toile de fond derrière elle disait, de la lutte au succès, un parcours de résilience. Je suis arrivé sans être annoncé, vêtu d'une simple robe noire qui se fondait dans les recoins discrets de la foule. Les conversations se sont momentanément tues tandis que les gens tournaient la tête. J'ai senti leur curiosité alors qu'ils chuchotaient, me reconnaissant non pas comme une invitée, mais comme un fantôme d'une histoire qu'Élise avait déjà réécrite. Dans ma main, je tenais un seul dossier, le même qui reposait dans le tiroir de mon bureau depuis des mois, contenant les papiers d'hypothèque, les registres de paiement et les actes de propriété. La voix d'Élise a résonné dans la salle, chaleureuse et théâtrale. Chaque succès commence par la famille, a-t-elle dit aux caméras. Je ne serai pas là sans leur soutien infini. J'ai aperçu maman et papa assis au premier rang, tous deux souriant fièrement, l'image parfaite de la dévotion parentale. Le public a applaudi. La caméra de la diffusion en direct a balayé la salle, capturant le sourire confiant d'Élise. J'ai avancé, traversant le doux bavardage, mes talons résonnant sur le sol. Quand j'ai atteint le bord de la scène, le maître de cérémonie, confus mais poli, s'est penché pour me demander qui j'étais. Je lui ai tendu le dossier et j'ai dit, diffusez ceci à la place. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait. Un murmure a parcouru l'auditoire. Le sourire d'Élise a vacillé alors que le grand écran derrière elle clignotait. Un document est apparu, l'accord hypothécaire numérisé. Des lignes de texte remplissaient l'affichage, propriétaire, Camille Moreau. Puis sont venus les reçus, l'un après l'autre, chacun estampillé, PAY accent aigu en totalité, avec ma signature en bas. La caméra a zoomé automatiquement alors que le projecteur faisait défiler les preuves. Les chuchotements se sont répandus dans la foule comme une vague se brisant au ralenti.
Élise s'est figée. Sa fiche de discours soigné a légèrement glissé de sa main. Ce n'est pas, a-t-elle commencé, mais les mots ont trébuché. Maman a baissé les yeux sur ses genoux, son visage vidé de sa couleur. Papa a serré les lèvres, les yeux fixés sur le sol. Le silence était suffocant, si absolu que même le tintement des verres a cessé. J'ai regardé Élise, ma voix calme mais ferme. Le succès bâti sur des mensonges ne dure jamais. Pendant un instant, la phrase a semblé flotter dans l'air comme de la fumée. Personne n'a applaudi. Personne n'a bougé. La caméra de la diffusion en direct continuait de tourner, capturant l'immobilité brute, une scène que personne ne pourrait retoucher plus tard. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Le son de mes pas remplissait l'espace que les applaudissements étaient censés occuper. Derrière moi, j'ai entendu le faible bourdonnement des chuchotements revenir, un mélange d'incrédulité et de prise de conscience. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus rien à récupérer, aucune excuse qui pourrait rendre la vérité plus propre. Dehors, l'air de la nuit était chaud et calme. Le bruit de la ville semblait distant, presque miséricordieux. Je me suis arrêté un instant sous la douce lueur d'un lampadaire, expirant profondément. Pendant des années, j'avais été défini par ce que je donnais, mon temps, mon argent, ma paix. Ce soir-là, j'avais repris quelque chose de bien plus précieux, ma voix. Les semaines ont passé, et le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quelle dispute. La vidéo de cette soirée s'est propagée sur les réseaux sociaux plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Mon intention n'était pas d'humilier qui que ce soit publiquement, mais la vérité a une façon de trouver son propre public. À la fin de la semaine, les mêmes personnes qui avaient loué Élise, ma sœur, pour sa résilience, ont commencé à supprimer leurs commentaires. Ces commanditaires ont discrètement retiré leurs offres, et le cabinet d'architecture d'intérieur qu'il avait nommé leur étoile montante a retiré sa photo de leur site web. Elle a perdu son plus gros contrat en quelques jours, et peu après, d'autres ont suivi. Ma mère et mon père ont fait face à leur propre jugement. Leurs amis ont cessé de répondre à leurs appels. Les voisins qui admiraient autrefois leur fille parfaite, chuchotaient maintenant sur l'orgueil et la tromperie. Ils ont vendu la maison, celle-là même que j'avais sauvée, et ont déménagé de Lyon discrètement, ne laissant aucune adresse de suivi. Je n'ai pas ressenti de joie en apprenant cela, juste un étrange vide, comme si je regardais une tempête se calmer enfin après qu'elle ait déjà tout détruit sur son passage. Pendant ce temps, j'ai recommencé. J'ai déménagé à Paris, où personne ne connaissait l'histoire, et j'ai ouvert mon propre atelier d'architecture. Il était petit au début, une seule pièce au-dessus d'un fleuriste à Paris, mais il était à moi. Mon premier client était un couple qui reconstruisait sa maison après un incendie. Je me souviens de m'être tenu dans l'espace à moitié fini, la lumière du soleil se déversant sur le bois nu, réalisant que construire quelque chose à partir de ruines n'était plus seulement ma profession. C'était ma vie. Quelques mois plus tard, un journaliste d'un magazine de style de vie m'a contacté pour une interview. Le titre était « Camille Moreau sur l'indépendance et le pouvoir du respect de soi ». Je n'ai pas parlé de ma famille. Au lieu de cela, j'ai parlé de limites, de la façon dont les gens confondent le silence avec la faiblesse, et de comment choisir la paix ne signifie pas se rendre. L'article a connu un succès fulgurant en ligne pour toutes les bonnes raisons cette fois. À la fin de l'interview, l'écrivain m'a demandé, officieusement, « Pensez-vous qu'ils s'excuseront un jour ?» J'ai souri, non pas avec amertume, simplement avec honnêteté. Le respect ne vient pas des excuses, ai-je dit. Il vient des limites. Parfois, quand je me promène dans mon atelier la nuit, les lumières de la ville se reflétant sur les murs de verre, je pense au chemin que j'ai parcouru non pas en distance, mais en dignité. Le respect se construit par des limites. Parfois, l'acte le plus courageux est de s'éloigner, pas de se battre plus fort. On ne peut pas apprendre aux gens à vous estimer en vous perdant pour prouver votre valeur. Quand vous arrêtez de sauver ceux qui vous épuisent, vous vous sauvez enfin vous-même. La liberté n'arrive pas toujours sous les applaudissements. Parfois, elle vient dans des moments calmes où vous réalisez que vous ne devez plus à personne une explication pour avoir choisi la paix.